Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, enfin une nouvelle vidéo, en réalité c'est une vidéo que vous avez déjà vue, parce que vous avez été nombreux à remarquer que la partie 2 sur Gérard Fauré a disparu. Oui messieurs dames, on a demandé la suppression de ma masterclass. Je vous explique, j'étais tranquillement à la Paris Games Week, quand tout d'un coup je reçois un mail de YouTube qui me dit que ma vidéo partie 2 sur Gérard Fauré a été supprimée pour droit d'auteur. Je me rends compte que c'est une personne qui a fait une interview de Gérard Fauré qui a demandé la suppression de ma vidéo. On parle du passage où il a vu les extraterrestres, je pense que vous en rappelez, il a vu 12 extraterrestres. Et là, je vous avoue, quand j'ai vu ça, j'ai eu les gigaboules. Gigaboules parce qu'on parle d'un extrait de 50 secondes qui apporte rien à la vidéo, c'était juste pour rire. Et voir 1h02 de travail supprimé pour 50 secondes, j'avais la haine. Surtout que même si la personne est dans son bon droit, il n'y a pas de souci, l'interview lui appartient. L'extrait, je l'ai trouvé sur TikTok, donc je savais même pas à qui appartenait cet extrait, qui avait fait l'interview. Et deuxièmement, on pouvait largement me contacter pour me demander de supprimer ce passage, chose que je peux faire après avoir mis la vidéo en ligne sur YouTube. Donc là, au même moment, on m'envoie un mail, merci de supprimer le passage, ça m'appartient, ben je l'aurais fait, il n'y a aucun problème avec ça. J'ai d'ailleurs envoyé un mail à cette personne pour lui demander de retirer le strike. Évidemment, aucune réponse. Donc voilà, même si la personne est dans son bon droit, je trouve la manière de faire un petit peu violente, mais bon, on va dire que c'est le jeu. Je vous avoue que quand j'ai reçu le mail, j'ai un petit peu accusé le coup. Mais maintenant que c'est digéré, on repart au combat. Et pour ce combat, j'ai besoin de vous, mesdames et messieurs. Je sais que vous avez déjà vu la vidéo, mais si vous voulez soutenir la chaîne dans cette première épreuve, mettez votre plus gros pouce bleu et votre meilleur commentaire sur les 2 prochaines vidéos qui vont arriver. Oui, mesdames et messieurs, les 2 prochaines vidéos. J'ai décidé de scinder cette vidéo en 2. Comme ça, dans la première partie, on aura juste l'interview de Michel Luciani, qui est une pépite, ne la ratez pas. Celle-là, elle est instrikeable, elle va rester quoi qu'il arrive. Et dans la deuxième partie, vous aurez les interviews audio, plus les passages dans les livres. Enfin, vous connaissez déjà. Désolé si c'était un peu long, mais il fallait absolument que je vous explique tout ça. Merci du soutien, parce que je sais que la dernière fois en live, vous avez été nombreux à me dire « Ne t'inquiète pas, on va regarder la vidéo entièrement, et même si on la regarde pas, on va la laisser tourner jusqu'à la fin. » Donc merci pour tout, je me la ferme, et c'est parti. Mousse, Mousse est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, tout savoir il vous éclabousse. Mousse, mettez-vous à l'aise car là on va se régaler. Mousse, abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et j'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer, le pouce bleu, le commentaire, on s'abonne sans oublier la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et maintenant on y va parce que j'ai quelques bouches à faire fermer. La première partie a reçu énormément de commentaires. Il faut dire que Gérard déchaîne les foules. Plus des 3/4 des personnes sont convaincues que GG l'embrouille est un mytho. Mais il y a d'autres personnes qui pensent que Monsieur Fauré dit du vrai et du faux. Alors, messieurs, dames, un mytho, il n'y a pas de pourcentage pour ça. Une personne qui raconte 50% de mensonges et 50% de vérité, c'est un mytho. Mais bon, c'est pas très grave. Mais aussi une infime partie de personnes qui sont convaincues que Gérard Fauré est un diseur de vérité. Oui, je vous assure. Et ces personnes savent se faire entendre. Petit florilège de commentaires. Il y a énormément de vérité dans ce qu'il dit. Toi, t'affirmes beaucoup de choses, mais tu ne connais rien, tu sais rien en vrai, derrière ton clavier avec ton singlet crasseux. Ouais, là, t'as pas tort. Ah non, la mousse, tu touches pas à Gérard. Il est pas un mytho. Il a jamais été attaqué en diffamation pour ce qu'il dit et tout ce qu'il finit par être prouvé et à sortir avec d'autres sources. Donc là, ta vidéo, tu te trompes lourdement. Ça va, c'est pas si méchant que ça. Vous êtes qui pour le traiter de mytho? Vous avez vécu sa vie à sa place? Ou peut-être dit-il des choses qui vous dérangent tellement? Moi, je crois en la parole de monsieur Gérard Fauré. Il n'a jamais bafouillé. Bon alors, regarde en haut de la chaîne ou en bas de la vidéo, il y a marqué Mousse. Donc vu que tu te demandes qui je suis, bah, c'est marqué Mousse. Voilà, c'est moi. En quoi ta vidéo rend certains de ses propos faux pour autant? Tu prétends que tout ce qu'il raconte est balance et mensonge et invention. Pourquoi? Car il met dans la sauce les gens de pouvoir. T'es hypocrite si tu laisses sous-entendre qu'il est juste un mytho qui a tout inventé. Et un peu de bon sens, on reviendra sur le bon sens, ça va être le leitmotiv, le fil rouge de la vidéo. Les gens honnêtes savent qu'il y a du vrai dans ce qu'il balance. Ou alors t'es juste un ignare concernant certains sujets.
Ce qu'il dit sur la pédo par exemple, c'est plus à prouver, hein. Et donc pas très honnête. Si c'est un mytho, comment t'expliques que tout ce qu'il dénonce dans ses livres, personne l'a attaqué en justice pour diffamation? Putain d'argument celui-là, on y reviendra, c'est... Pas mal de personnes l'ont sorti, celui-là on dirait que c'est un +4 au Uno, on y reviendra. Il n'y a aucune notion de la France d'avance ou passe quoi, etc. Des gens ont des vies palpitantes, d'autres la commentent, c'est comme ça, accepte-le. Alors oui, effectivement Zamos, j'ai jamais vendu de drogue. Quand je saute dans la poudreuse, c'est parce que je suis avec mon snowboard à la montagne. Mais ça va, t'inquiète, j'ai vécu des trucs, ne t'inquiète pas pour moi. C'est quoi qui te gêne? Tu connais pas l'histoire? Pourquoi dire que c'est un mytho? Ouais, c'est vrai Barbie. Pourquoi dire que c'est un mytho? Alors là... Le meilleur, Mehdi. Je sais pas ce que t'as fumé, Mehdi, mais c'était de la bonne. Mousse, je sais pas, tu travailles pour qui, mais tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Donc vraiment, tout ce qu'il a dit est vrai, Mehdi. Tout, hein. Ok. Là, je vous avoue qu'après avoir lu ce type de commentaires, j'avais l'impression d'être dans une dimension parallèle. J'avais en face de moi, à travers des écrans interposés, des personnes qui me demandaient, moi, d'apporter des preuves que Gérard ment. Et c'est ces personnes qui me parlent de bon sens en commentaire. Le bon sens, c'est plutôt de croire une personne parce qu'il y a des preuves. Ça, c'est du bon sens. Donc pour toutes les personnes qui pensent que c'est à moi d'apporter la preuve qu'il ment, j'invoque le rasoir de Hitchens. Ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Cette citation va à coup sûr énerver les adorateurs de Gérard Fauré. Mais elle est tellement pleine de bon sens que je pourrais terminer ma vidéo là-dessus sans problème et sans que personne puisse rien dire. Mais ce serait épargner ceux qui m'ont attaqué et leur laisser une porte de sortie. Et je vous avoue que ces commentaires, ils m'ont pas énervé, ils m'ont excité. Ils ont été le moteur de mon intérêt pour Gérard. Et honnêtement, sans ces commentaires, vous ne verriez pas cette vidéo telle que vous la voyez aujourd'hui. Donc, chers fans de GG, merci. Grâce à vos commentaires, je vais vous pondre une masterclass. Oui, messieurs, dames, il va y avoir du sport. Et moi, je reste tranquille. J'ai donc commencé par acheter ces 3 bouquins. D'ailleurs, Gérard, tu me dois 44,98 € parce que tes bouquins, c'est de la grosse merde. C'est mal écrit, c'est pas cohérent. Des fois, tu mets un tiret comme un changement d'interlocuteur dans un dialogue, alors qu'en fait, c'est la même personne qui parle. Il y a des fautes d'orthographe. Bref, ça fait longtemps que j'avais pas lu un livre, mais celui-là, j'ai failli me défenestrer, je vous l'assure. En tout cas, j'ai lu le premier, j'ai pas lu les autres, ça m'a suffi, et j'ai noté quelques incohérences. Mais on en parlera plus tard. En tout cas, vous pouvez pas me reprocher de pas avoir lu le livre, ce qui m'a permis de voir que dans les personnes qui l'apprécient, eh bien, il y a plein de personnes qui l'ont jamais lu. Donc vous parlez sans savoir. Exemple, dans la première vidéo, je dis un moment qu'il est accro au crack, et il y a une personne qui vient me répondre en me disant « Mais il est pas accro au crack, il est accro à la cocaïne. » Sauf que dans le livre, il le dit qu'il est accro au crack. Il a essayé une fois, et il a été accro pendant 6 mois, il pesait 50 kilos. Donc rien qu'en lisant le livre, j'ai compris que dans les fans de Fauré, il y en a plein qui le connaissent même pas, qui connaissent même pas son livre. Il parle juste avec les interventions qu'ils ont vues à la télé. C'est tout. Je vous avoue qu'après la partie 1, et les commentaires négatifs des adorateurs de GG, j'avais qu'une envie, c'était de clouer le bec à ces personnes-là, tout en restant dans ce que je sais faire et ce que vous appréciez sur la chaîne d'habitude, le concret. Et pour ce faire, j'avais pas le choix. Il fallait sortir l'artillerie lourde. Messieurs, dames, voici l'artillerie lourde. Michel Luciani, c'est un spécialiste des explosifs pour le FLNC, puis au sein du grand banditisme. Une condamnation à 72 ans de prison. Le cerveau de l'un des hold-up les plus spectaculaires des années 90. Je suis Michel Luciani, ancien militant FLNC, ex-braqueur, condamné à 72 ans de prison, et aujourd'hui je suis sur Légende. Ils n'ont pas tapé assez fort sur moi, j'ai pas pris assez. Peut-être j'aurais pris d'entrée une grosse peine, j'aurais arrêté, j'aurais peut-être pris 20 ans plein, et j'aurais peut-être arrêté en sortant, mais là j'ai fait 4 ans et demi. J'ai fait 4 ans et demi sur les 8 ans qu'ils ont prononcés. Bonjour Michel Luciani, merci de m'accorder de ton temps. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter pour les gens qui vont regarder la vidéo? Alors, je m'appelle Michel Luciani, j'ai fait une vingtaine d'années de prison plusieurs fois, depuis la première fois en 78 jusqu'à la dernière fois en 2018. La première partie de ma vie, c'était en Corse, c'était le FLNC, quand j'étais militant du FLNC pendant toutes les années 80 jusqu'à 1989. Ouais. Après, j'ai quitté le mouvement et je suis parti dans une autre carrière dans les braquages. D'accord. Merci. Alors, si tu le permets, on va revenir sur
deux, trois faits importants qui mettront du contexte avec le sujet de la vidéo. Dis-moi si je me trompe, j'ai vu moi aujourd'hui un reportage sur LF Inside qui est excellent et d'ailleurs que je conseille à tout le monde. En fin 86, donc, après un hold-up d'un supermarché, t'es transféré de la prison d'Ajaccio à la prison de la Santé à Paris. Il y a une erreur de procédure qui te permet de faire appel de ta peine de 4 ans. Donc en attendant... C'est pas tout à fait ça, mais c'est loin. pas une erreur qui me permet de faire appel, c'est qu'ils ont oublié de prononcer un maintien en détention. D'accord. Donc quand j'ai été condamné à 4 ans, si je faisais appel, je continuais à rester libre. D'accord, ok. Sur mon mandat de dépôt, tu vois. C'est pour ça que tu es libéré en avril 88. Voilà, j'ai pas encore été jugé en appel, j'ai pris ces 4 ans sur lesquels je suis en libre. Où j'ai pas de mandat de dépôt, mais j'ai un deuxième mandat de dépôt pour des attentats encore. C'est sur celui-là, je suis renommé en liberté. Et du coup, ça te permet, en attendant ton audience d'appel, de te faire la cavalcade et de partir en cavale en Corse. Voilà. C'est bien ça. J'étais sorti le 15 avril 1988. Je devais être jugé le 20 avril 88. Je ne me suis jamais présenté, je suis parti en cavale. Le procès du 20 avril a été reporté 8 fois et au final, en 89, ils ont fini par me condamner par défaut, mais j'y étais plus, j'étais toujours en cavale. Ouais, ok. Autre fait important, Mitterrand adopte une loi d'amnistie pour les faits politiques liés à la Corse. Malheureusement, toi, tu peux pas en bénéficier. Non, je bénéficie de la loi d'amnistie pour tous les faits politiques. Voilà, mais pas pour du coup le reste. J'avais un paquet d'attentats, d'actions commando, de tout ça. Pour ça, je suis amnistié par Mitterrand, mais pour le hold-up, ne rentrait pas dans le cadre de la loi d'amnistie, donc j'ai choisi de rester en cavale puisque le hold-up n'était pas amnistié. Ouais, tout à fait. Et c'est là que, si je me trompe pas, tu pars à Marseille sous une fausse identité. Voilà, en 1989. Voilà, j'ai quitté la Corse, je suis parti à Marseille, je me suis installé sous une fausse identité. Et donc là, tu reprends un petit peu les braquages, mais surtout, tu vas te lancer brièvement dans le trafic de stupéfiants. Oui, mais bon, à l'époque, c'était pas oui. En même temps, parallèlement au braquage, on faisait un peu dans les stupes. Ouais, c'est pour ça que, je l'ai vu dans LF Inside et ça met du contexte par rapport à Monsieur Fauré. Autre fait, à ton dernier braquage, bon, tu te fais prendre, tu es condamné à 12 ans de prison, mais t'en feras que 8. Tu sors en 2003 et là, tu reprends le trafic de stupéfiants, si je me trompe pas. Voilà, là dans la coke. Dans la cocaïne. Donc tu as des connexions, voilà, tu t'associes avec des anciens de la French, tout se passe plutôt bien, mais tu retombes un petit peu plus tard à cause d'un conteneur qui a ton nom. Ouais, disons qu'on avait... le conteneur était un faux nom, mais disons que le faux nom qui avait servi, il était rattaché à nous, quoi. Voilà, à l'intérieur, il y avait de la cocaïne, alors que normalement, il doit y avoir des cigarettes. C'est bien ça? Voilà, c'était un conteneur qui était censé contenir des cigarettes, et puis au final, il était farci avec 323 kilos de coke. Ouais, voilà, c'est ce que j'avais vu un petit peu. Bon, rien, là, je suis pas condamné. D'accord, je fais 2 ans, 25 mois de préventive. Et au bout de 25 mois, on est tous remis en liberté et on obtient un an et demi après. Donc là, tu reprends ton affaire, mais bon, tu fais une mauvaise rencontre qui s'appelle Cerezuela, qui balance littéralement tout le monde, même des faits que tu n'as pas fait. C'est bien ça? Ouais. Quand il s'est fait arrêter, il a fait une cinquantaine de pages de déposition où il s'est lancé dans un délire verbal. Il nous a accusés de tout et de n'importe quoi. Ouais. Mais bon, au final, ils en ont tenu. Il s'est rétracté très vite. Au bout de 4-5 mois, il s'est rétracté, mais on a été remis en liberté provisoire. Mais 5 ans après, quand on est passé en procès, ils se sont quand même servis de ces dépositions pour nous condamner. Et c'est là que la dernière peine que j'ai prise, c'était là que j'ai pris 6 ans. Ok. Super. Merci pour toutes ces précisions. Et par rapport à ça, là où je voulais en venir, c'est que tu as quand même une connaissance du milieu des stupéfiants. C'est pour ça qu'on va un peu... ça permet aussi de légitimer ce que tu vas dire et de comprendre peut-être que ce qui a été dit par Gérard Fauré est plausible ou pas. C'était un petit peu là que je veux en venir. Comment tu as connu Gérard Fauré? La première fois que je l'ai vu apparaître, c'est quand il a sorti son bouquin je sais plus, en 2018. 2018, ouais. C'est ça. J'avais jamais... Bon, non, je dis une connerie. Quand j'étais à Paris,
en prison dans les années 90, j'avais entendu parler de l'arrestation quand il était tombé comme dealer du showbiz. Oui. Je crois qu'il avait fourni de la coke à Jean-Luc Delarue ou des trucs, ou des clients comme ça, toi, deux ou trois clients comme ça. Et j'avais entendu parler, mais par rapport aux articles de l'article de journal qui était sorti, uniquement ça. De lui, je l'ai jamais croisé, je l'ai jamais vu en prison, je l'ai jamais vu nulle part. Donc c'est par les médias vraiment que tu en as entendu parler. Voilà, qu'un dealer était tombé parce qu'il fournissait 10 grammes, 20 grammes à quelques vedettes du showbiz. Ok. Toi qui étais, on va dire, un petit peu dans le milieu du trafic, j'imagine que c'est pas un milieu qui est quand même très, très ouvert où il y a beaucoup de monde. Est-ce que tu avais déjà entendu son nom? Non, jamais. Jamais. Okay. Et puis, disons que moi, j'ai des amis qui ont toujours été dans le trafic, qui étaient dans le trafic à un très haut niveau. Oui. À cette époque-là, qui ont fait des années de prison, mais c'est des gens qui rentraient par centaines de kilos et par tonnes à l'époque. Et qui aujourd'hui sont à la retraite, qui ne font plus rien, qui ont purgé la peine de prison, qui ne font plus rien. Bien sûr. Et qui n'ont jamais entendu parler de Gérard Fauré de toute leur vie. Ils ne savent pas qui c'est. Et c'était des gens qui inondaient la France et l'Europe de cocaïne à l'époque où Gérard Fauré se mettait en activité. Je leur ai posé la question par curiosité. Quand il a sorti son bouquin, qu'on l'a appelé Le Prince de la cocaïne, et j'ai dit, mais ce gars-là, vous le connaissez? Ils m'ont dit, mais on ne sait pas qui c'est, on n'a jamais entendu parler de lui. Donc, pour toi, il est impossible que les gens que tu connaisses n'aient jamais entendu parler de lui s'il avait vraiment fait ce qu'il écrit. Ah oui, maintenant, qu'il ait vendu de la cocaïne par gramme, par 10 grammes, par 20 grammes, même par 100 grammes, à quelques vedettes, ça, je veux bien le croire. Je veux bien le croire, ça c'est sûrement la réalité, c'est plausible, mais sûrement pas au niveau qui, déjà, il y a une contradiction dans ses propos, c'est qu'il se prétendait. Alors, moi, j'ai jamais vu de ma vie quelqu'un qui vend 1 gramme, 2 grammes ou 10 grammes à quelqu'un et puis qui en même temps prétend vendre 25 kilos à Francis le Belge tous les mois. Pour moi, c'est pas. Personne ne fait ça. Personne ne peut faire ça. Soit tu es dans le gros, soit tu es dans le petit, mais t'es pas. Voilà, tu mélanges pas les deux. C'est impossible. Tu peux pas. Tu vas pas vendre un jour 2 grammes, 10 grammes, et le lendemain, tu vas vendre 25 kilos. Tu vends les 25 kilos. Oui, ça, oui, tu les vends. Tu les vends les 25 kilos tous les mois, si tu veux, mais tu vas pas t'amuser à vendre 10 grammes et 20 grammes à n'importe qui le reste du temps. Tu vois, ça tient pas debout. Quand j'ai entendu dire que je me suis rendu compte que c'était beaucoup de baratin dans ce qu'il racontait, j'ai comparé avec des dates où il se prétendait, par exemple, aller bras droit de Zampa, en même temps bras droit du Belge. Déjà, c'est impossible parce qu'ils étaient en guerre tous les deux, donc ça tenait pas debout d'être avec les deux en même temps. Mmh. Et en plus, à l'époque où le Belge sort de prison en 84, il est rentré en 74 en prison, il sort en 84 au bout de 10 ans plein. Donc, lui, dans des vidéos, il parle du Belge en 79. En 79, le Belge était à la centrale de Poissy. Francis le Belge est de nouveau condamné à 3 ans de prison ferme pour proxénétisme aggravé, détention d'armes et usage de faux papiers. Entre-temps, il est condamné à 12 ans de prison ferme pour un trafic d'héroïne en 1977 et à 5 ans d'interdiction de séjour en région parisienne, en région lyonnaise et en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour cette affaire, il purgera 7 ans à la maison centrale de Poissy. Il passera au total près de 11 années derrière les barreaux, jusqu'à sa libération pour bonne conduite en juin 1984. Pendant sa détention, il est affecté au service comptabilité de la prison. D'accord. Il ne prend pas de trafic de ce soir. Après, quand il sort, moi, le Belge, il se trouve qu'il était rentré dans une histoire, quand il a pris ses 14 ans, c'était pour une histoire de la French Connection, avec des amis, des très bons amis à moi, avec Charles Fiocone et Jean-Claude Kella, qui eux ont payé l'affaire, mais côté américain. En Amérique, ils ont été condamnés, tu vois, à 25 ans chacun, dans le même dossier.
D'accord. Et quand le Belge est sorti en 84, bien sûr, il s'est remis dans la cam. Mais il s'est remis dans la cam avec Jean-Claude Kella, pour la cocaïne avec Jean-Claude Kella, pour l'héroïne avec un autre ami à moi qui est mort maintenant, avec William Perrin. Ouais. Mais jamais en aucun cas avec un Gérard Fauré. Personne savait qui c'était. Effectivement, apparemment, donc, il a fait 11 années derrière les barreaux, il est sorti en 84. Or, dans le livre, Gérard Fauré dit qu'il est entré en affaire avec Francis le Belge en 1978. D'autant plus qu'en 1978, j'étais entré en affaire avec Francis le Belge, Gaëtan Zampa et Titi Pelletier, les 3 grands parrains français du moment. Je me sentais pousser des ailes. Bah oui, Francis le Belge est en prison depuis 1974. Donc ça, c'est écrit dans le livre. Voilà. Donc ça, déjà, c'est une grosse contradiction pour le coup. Voilà, c'est des détails comme ça qui ont attiré mon attention. Après, je me suis quand même renseigné, moi, par rapport au bouquin que moi j'ai écrit, tu vois, j'ai connu pas mal de gens dans le milieu du journalisme, dans les émissions, dans les trucs comme ça, toi, des journalistes spécialisés dans le banditisme. Comme qui, par exemple? Qui traitent le banditisme depuis les années 80, toi, dans des articles qui sont au courant de tout, qui connaissent tout le monde. Ouais. Des gens comme Jérôme Pierrat, par exemple, toi, qui, avant que Fauré fasse ses émissions de télé et son bouquin, il n'en avait jamais entendu parler. Donc déjà, rien que ça. Et même, par rapport au bouquin aussi, j'ai connu des flics de la BRB qui ont écrit des bouquins dans la même maison d'édition que moi, même certains qui m'ont cavalé après pendant des années, à qui j'ai posé la question. Je dis, oh, mais dans tes archives de flics, tu sais qui c'est, Gérard Fauré? Et il m'a dit, mais tout le monde se demande qui c'est. Il m'a dit, on sait pas. Il me dit, on sait pas d'où il sort ce farfelu. Il invente des trucs invraisemblables. Ouais. C'est pas moi qui le dis, toi, parce que moi, j'avais pas la place de dire quoi que ce soit sans jamais l'avoir croisé ni connu, tu vois. Mais des gens qui sont dans le milieu aussi bien du journalisme que de la police, et surtout qui sont dans le banditisme et dans le trafic de coke à très haut niveau, ils n'ont jamais entendu parler de ce mec-là. Bien sûr. Donc, ça correspond mal avec l'image qu'il veut se donner, toi, de prince de la cocaïne. Oui, tout à fait. J'ai quelques anecdotes de son livre à te partager. Et toi, tu vas me donner un petit peu ton avis là-dessus. Si je dis pas de bêtises, il me semble que sur ton CV apparaît une ligne, tu as été un spécialiste d'explosifs. C'est ça? Oui. Du mouvement. Oui, du mouvement, tout à fait. C'est justement en cette qualité que j'ai une anecdote à te partager. Donc on parle de ça fin des années 70 environ. Apparemment, Fauré faisait venir de la cocaïne d'Amérique du Sud. Au début, effectivement, il la mettait dans le ventre d'une chèvre qui se faisait manger par un boa. Il ouvrait tout ça pour récupérer. Bon, voilà. Et ensuite, il a été en embrouille avec des gens. Et ces gens-là, Fauré faisait venir la drogue dans des mules, donc dans le ventre de personnes. Ces gens-là, leur faisaient chier la drogue. Et ces personnes mettaient des explosifs dans les boulettes de drogue avec un micro et un détonateur. Et ce qui se passait, c'est que je finis, tu vas me dire. Et quand ces personnes arrivaient devant Fauré, les ennemis entendaient au micro que Fauré était devant et faisaient exploser. Ouais, mais ça, c'est James Bond, c'est Mission Impossible, non? On est en 78 exactement. C'est impossible. Ça tient pas debout. C'est une connerie monumentale. À l'époque, dans les années 70, pour faire marcher un détonateur, il n'y avait pas de téléphone portable dans ces années-là, hein, parce que maintenant, ça marche avec un portable, le déclenchement. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Ça pouvait marcher qu'avec une télécommande par exemple, de voiture télécommandée, toi, à 4 bandes. Ouais, je vois. Tu arrives à bricoler un truc, mais c'est aléatoire. C'est pas très stable et c'est gros. Mais je veux dire, on est bien d'accord que tu peux pas mettre un explosif dans une boulette dans le corps d'une personne et le faire exploser à distance. Ouais, on est d'accord. Non, tu peux mettre une boulette d'explosif à l'intérieur parce que c'est mou, c'est comme de la pâte à modeler, mais tout seul, d'accord. Mais le système qui le fait exploser. Et le système, on est d'accord. Ça peut pas, c'est impossible. Déjà, il faut un détonateur
Et en Oui, plus du détonateur, il faut le système électronique qui le déclenche, la oui. pile. Là, donc c'est un truc que tu peux, c'est impossible de l'ingérer. C'est comme si tu ingérais à la limite une boule de pétanque, même un peu plus gros peut-être. Il aurait fait un deal donc enfin, il aurait travaillé avec le Belge, toujours à une période où normalement le Belge est en prison, mais bon, on va quand même écouter la truie. Zampa aurait eu connaissance de leur rencontre, mais il avait quand même fait son deal. Il y a un cargo libanais chargé de 71 kilos d'héroïne blanche qui provient de Syrie et 3 tonnes de cannabis rouge du Liban, qui a été fourni par des Palestiniens. Et eux devaient le réceptionner au large de Marseille. Malheureusement, le bateau a été coulé au large de la Calabre par des hommes déguisés en douaniers. Ce serait un coup de Zampa. Non, j'ai convaincu, je veux dire, pour le compte du Belge alors qu'il est en prison, non, déjà ça tient pas debout. Ouais. Ces années-là, puis bon, Zampa, après les arrestations, après l'arrestation de l'histoire du bateau, du Caprice des Temps, où ils ont tous perdu pas mal d'argent, l'héroïne, ça s'est un peu stoppé dans ces années-là, quand une partie des gens sont tombés en Amérique, les autres à Marseille, ça a pris un sérieux coup dans l'aile, le trafic d'héroïne, de l'héroïne marseillaise. Après, il y a d'autres équipes qui travaillaient un peu sur le Moyen-Orient, les gens, plutôt ceux qui ont fait après pas la French Connection, mais la French siciliane, tu vois, avec le Liban, mais c'était un peu plus tard, et c'était des gens de Marseille, l'équipe Francis Girard, Scapula, Milou Diaz, toi, des gens comme ça. Ouais. Parce que à la suite de ça, le Belge l'aurait soupçonné. Ces gens-là ne savent pas du tout qui est Gérard Fauré non plus. Hein. Ouais, pareil. Parce qu'à la suite de ça, le Belge l'aurait soupçonné, mais il s'est rendu compte qu'il y est pour rien. Et le Belge serait allé à Amsterdam pour prendre Fauré dans ses bras et lui dire t'es un mec bien, tu sais, pardon d'avoir douté de toi. Est-ce que ça te paraît crédible qu'un caïd de ce calibre-là puisse faire ça? Sûrement pas. Après, Fauré, il essaye de rattraper le coup en disant, toi, quand il parle de Zampa, qui dit, mais moi, je n'étais avec Zampa que pour ses affaires hollandaises. Voilà. Le problème, c'est que jamais personne n'a entendu parler des affaires hollandaises de Zampa. Ouais. Voilà. Ça paraît... Moi, je connais très bien Stéphane et Céline, le fils et la fille de Zampa. Mathieu, je le connaissais aussi, le fils aîné, mais bon, il est mort maintenant. Et ils n'ont jamais entendu parler de Fauré. Hein. Oui, alors ils ont déjà entendu parler d'autres affaires de leur père ailleurs, mais là non. Affaires de leur père, mais jamais de Fauré. Ok. Fauré, il est devenu ami avec leur père dans ses livres. L'autre fois, j'ai vu une vidéo de Fauré qui passait où il dit, ouais, j'ai connu Michel Rosès. Alors, il parle d'un mec qui s'appelle Michel Rosès, qui aurait été le bras droit de Zampa. Ouais, il le dit dans le livre, je l'ai lu ce matin, ouais. Seulement, ce Michel, l'équipe à Zampa, elle est connue. L'équipe à Zampa, ceux qui sont encore vivants et ceux qui sont morts, ils sont connus. Et Michel Rosès, mais personne ne sait qui c'est. Ça aurait été le bras droit. D'après Fauré, c'était le bras droit de Zampa, mais personne n'a jamais entendu ce nom-là, ni qui c'était. Alors, je ne sais pas d'où il a sorti, mais bon. Je terminerai juste sur une déclaration lunaire qui est dans le livre que j'ai partagé à Claude avant. En fait, il parle de leur rencontre avec Ardisson, puis il se dit ça dans sa tête. Je suis persuadé que s'il avait su que j'étais recherché par Interpol pour purger 40 ans de prison en Espagne, 26 au Maroc, ou qu'en Hollande j'étais signalé individu ultra dangereux, il aurait pris davantage de précautions. S'il avait compris que je travaillais main dans la main avec une organisation puissante liée à un cartel de Medellín, ou encore que j'avais été l'associé de Zampa et Francis le Belge, il ne m'aurait pas abordé ainsi. Écoute-moi bien, je tire mon chapeau à Gérard Fauré parce qu'il a trouvé la meilleure technique pour vendre ses bouquins. Plus c'est gros, plus ça passe. Plus il fait des déclarations fracassantes, plus il a un public, qui gobe toutes ces inepties et qui achète ses bouquins. Alors je lui tire mon chapeau. Ouais. Et un dernier truc, Michel, tu me partageais aussi une anecdote sur le fait que Fauré a eu vent de certains de tes dires. Bah oui, pas de mes dires, de mes commentaires sur ces vidéos. Donc je traitais de mytho, toi. Je disais c'est un mytho, toi. Je me grattais pas, hein. Je disais c'est un mytho. Et un jour, il y a un pote à moi qui m'a fait parvenir une vidéo où il donnait une interview et où il disait
ouais, mais qui c'est ce Michel Luciani qui parle de moi dans ses vidéos? Qui c'est celui-là? Il a fait un bouquin, il a dû vendre 50 exemplaires, il se permet de dire que je suis un mythomane. Je vais lui envoyer, comme il a dit, je vais lui envoyer des Albanais ou des Tchétchènes. Bon, je les attends toujours. Hein. Ouais, je pense que ça va bien se passer. Merci pour ton temps accordé. Franchement, c'était très sympa. Si un jour je suis plus gros et si on peut se voir pour pourquoi pas présenter ton nouveau livre et en apprendre plus sur toi, ça serait avec plaisir. Et si tu as des Albanais ou quoi, n'hésite pas à m'appeler. Hein. Ouais, j'ai un grand jardin pour les enterrer dans les Albanais. Bon, super, merci Michel. En tout cas, je te souhaite une bonne journée et voilà, prends soin de toi. Allez, à plus. Salut, ciao, ciao. Voici donc le témoignage de Michel Luciani. Si vous êtes adepte du grand banditisme et d'histoire authentique, je vous conseille de lire le dernier livre de Michel, Corse en prison, le lien est en description. Ce qui est très intéressant dans la carrière de Michel, c'est qu'il a été tantôt nationaliste corse, braqueur, spécialiste des explosifs, mais également trafiquant de stupéfiants, notamment dans la cocaïne. Tout ça l'a conduit en prison, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est que ça apporte une vraie crédibilité et un vrai poids à ce qu'il dit. Parce que même si l'ancien nationaliste corse n'a pas le même âge que Gérard Fauré, il connaît des personnes de ce milieu qui agissaient au moment où Fauré se disait être un baron de la drogue. En plus de connaître des personnes de l'entourage de Tani Zampa et de Francis le Belge, il compte parmi ses proches amis des membres de la famille de ces deux anciens caïds marseillais. Autre point important, je ne sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube LF Inside. LF Inside, c'est une chaîne dédiée au grand banditisme. Donc très régulièrement, ils viennent raconter l'histoire d'hommes qui ont marqué l'histoire du grand banditisme français. La chaîne a consacré 2 vidéos sur notre GG national. Mais encore une fois, c'est Gérard qui raconte sa propre vie. Toujours titillé bien évidemment par quelques questions ou citations de ses propres livres. En revanche, concernant Michel Luciani, c'est bien une stories qui lui est dédiée. La chaîne vient donc raconter l'histoire de Michel Luciani et tout ce qui est dit dans la vidéo peut être vérifié et confirmé par n'importe quel journaliste spécialisé dans le grand banditisme comme par exemple Jérôme Pierrat. Ça fait quand même une énorme différence entre les deux personnages parce qu'au cas où vous l'avez raté, Fauré, il a fait partie du grand banditisme. C'est pas moi qui le dis. Le grand banditisme, c'est quand on... Évidemment, je fais partie du grand banditisme. Ça, c'est quand je braquais. Ça, c'était du banditisme.